Bonjour à toutes et à tous. Je suis Juliette Auricos, directrice du programme Petite Ville de demain à l'Agence nationale de la cohésion des territoires et j'aurai le plaisir d'animer à nouveau cette rencontre jusqu'à 15 heures. C'est notre troisième rendez-vous de cette semaine que nous consacrons à l'engagement et à la participation citoyenne dans les petites villes de demain et que nous avons concocté avec les ministères en charge de la cohésion des territoires ainsi que le secrétariat d'État à l'engagement et à la jeunesse. Donc lundi et mercredi, vous étiez déjà nombreux pour échanger sur les enjeux et les outils des engagements et également des lieux, de ces lieux qui favorisent ou qui pérennisent les engagements. Tout à l'heure, on aura le plaisir de vous retrouver, on l'espère, pour une présentation de l'outil Je veux aider qui avait été évoqué lundi et demain pour la clôture sur voilà, les outils pour accompagner l'engagement avec une clôture par Sarah El Haïry, secrétaire d'État en charge de la jeunesse et de l'engagement. Donc pour ce troisième rendez-vous de la semaine, nous allons nous concentrer sur les méthodes, les outils pour construire en collectif son projet de territoire. On a déjà un petit peu appréhendé, évoqué ce sujet hier avec le témoignage croisé des deux chefs de projet de la communauté de communes de Puisé-Forterre. Et on va aujourd'hui approfondir et compléter ce panorama. Donc, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui de nombreux intervenants et merci beaucoup à vous tous. Sylvain Griffaut, maire de Melle, Emmanuel Dupont, expert conseiller transformation de l'action publique et territoire au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Karine Lancement, chef de projet participation citoyenne et transition au CEREMA, Laurent Mazurier, directeur de Petite Cité de Caractère, et François Panouillet, chargé de mission Smart City à la Banque des Territoires, accompagné de Colline Van Roy de Cap Collectif. Donc, merci encore pour votre présence, votre mobilisation et puis voilà, vos échanges, c'est très précieux, c'est ce qui fait le fondement du club des petites villes de demain et on ne saurait pas faire sans vous. J'en profite pour vous parler technique comme toujours, profitez de l'onglet discussion ou chat pour poser vos questions, vos problèmes techniques et privilégier l'outil questions et réponses en bas de votre écran pour adresser vos questions aux intervenants qu'on prendra tout au fil de l'heure, ce qui vous permet d'interagir aussi entre vous et à nous aussi de pouvoir vous répondre par écrit et de suivre le fil de vos questions qui en général sont très nombreuses. De manière assez classique. Nous allons vous proposer une première présentation par Monsieur le maire de Melle pour planter le décor, partir d'un exemple concret. On aura l'occasion d'échanger sur cette base-là. Ensuite, on aura des présentations d'outils, de leviers, de repères méthodologiques avec le CEREMA, Petite Cité de Caractère et Cap Collectif, en binôme avec Banque des Territoires. Et puis enfin, une conclusion par notre collègue de l'agence, Emmanuel Dupont. Donc, sans plus tarder, et si cela vous convient, je cède la parole avec beaucoup de plaisir à Sylvain Griffaut, maire de Melle. Merci, monsieur le maire, d'avoir dégagé du temps pour nous, pour le club des petites villes de demain. Donc, de manière rapide, mais je vous laisserai compléter, Melle est une commune nouvelle des Deux-Sèvres et petite ville de demain. Vous êtes également membre du réseau des petites cités de caractère, tout comme votre voisine chef Boutonne, si je ne dis pas de bêtises, également petite ville de demain. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer monsieur le maire Fabrice Michelet, qui n'a pas pu se libérer, mais que nous saluons bien chaleureusement. Monsieur le maire, si ça vous convient, je vais vous adresser trois questions, suite à quoi nous pourrons prendre les questions des participants. Alors, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre territoire au sein de la Comcom Mélouin en Poitou, s'il vous plaît? Alors, le territoire de Melle-ou-en-Poitou, c'est un territoire rural du sud des Deux-Sèvres qui regroupe environ 50 000 habitants, dont Melle est, on va dire, le chef-lieu de territoire, si on peut parler comme ça, et un territoire très multipolaire, puisque avant d'être la commune nouvelle dont vous avez parlé tout à l'heure, une commune nouvelle aujourd'hui de 6 500 habitants, mais historiquement de 3 500 habitants, Melle est une commune nouvelle, petite ville de demain, au milieu d'un territoire qui compte 6 anciens chefs-lieux de canton, dont 5 sont aujourd'hui petites villes de demain, et 4 petites cités de caractère. On est donc sur un véritable territoire rural et multipolaire, dont les carrefours importants sans forcément être une métropole. En tout cas, voilà, c'est un lieu de service et de culture qui identifie bien ce territoire au sud des Deux-Sèvres.
j'ai coupé mon micro, pardon. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Du coup, pourriez-vous nous préciser comment vous mettez en œuvre une dynamique participative sur votre territoire? Alors, sur le territoire de la commune, la liste que j'ai menée aux dernières élections était une liste qui avait choisi effectivement de mettre la participation citoyenne au cœur de ses propositions. Et donc, il y avait des propositions très concrètes en proposition, on va dire, électorale, qui sont aujourd'hui en cours de transcription dans la mise en œuvre, dont un observatoire de l'action municipale, donc des élus et des citoyens qui regardent l'action municipale se faire et qui la mesurent en termes d'écart entre ce qui était proposé et ce qui est fait réellement. Une assemblée citoyenne que l'on active en fonction des projets et qui peut prendre la forme ou d'un temps dédié sur une après-midi ou une journée, voire de plusieurs temps regroupés sous forme d'une assemblée citoyenne, de plusieurs événements comme des balades qui se retranscrivent sur un temps plus fort. Et puis l'association à toutes nos commissions, qui sont en réalité des commissions dans leur appellation, mais des comités consultatifs au sens légal du terme, puisque chacune des commissions municipales est composée à quasi-parité d'élus et de citoyens qui ont décidé de s'engager dans la vie municipale sans pour autant être élus. Donc on a, on va dire, 33 élus et environ 70 personnes qui participent quotidiennement, ou du moins à chaque commission, à la vie des commissions municipales et donc à la vie municipale. Ça, c'est vraiment pour le cadre de la vie citoyenne au sens de la commune de Melle largement, sans forcément rentrer pour l'instant dans un projet particulier. Merci beaucoup. Et c'est vrai que ça fait bien écho aux échanges qu'on avait commencé à avoir hier entre de dire voilà, comment sur l'importance du portage par les élus. Là, on voit que c'est un projet à part entière que vous portez. On voulait aussi peut-être revenir de manière très pratico-pratique sur un accompagnement particulier, puisque vous aviez été lauréat de l'appel à projet accélérateur de projets citoyens porté par la DHUP, qui est une direction des ministères de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Voilà, pourriez-vous nous en dire deux mots à la fois pourquoi vous aviez été candidaté, puisque ça a pu vous apporter? Alors, nous avons candidaté parce que, alors, d'abord à l'invitation de l'association des PCC qui nous a aiguillés vers cet appel à projet, parce qu'elle avait identifié effectivement que notre proposition était intéressante et nous étions une toute jeune équipe qui était en pleine réécriture de son projet PCC. Et dans ce projet-là, il y avait effectivement des éléments qui pouvaient résonner avec cet appel à projet. Donc, nous y avons répondu quasiment en simultané avec la réponse que nous faisions, enfin avec la rédaction de notre dossier de réhomologation de petite de caractère. Et ça nous a permis, pour le coup, d'identifier parmi les différents projets dans lesquels il y a des implications citoyennes, un projet particulier dont on avait besoin qu'il soit regardé par d'autres personnes que simplement par nous. On a une commission de vie citoyenne, on a une adjointe à la vie citoyenne, donc une commission qui essaie de passer au crible l'ensemble des projets de la collectivité pour voir s'ils sont compatibles, enfin, non pas compatibles, mais en tout cas, s'ils empruntent les voies citoyennes qui sont celles qu'on s'est engagé à faire vivre. Mais là, véritablement, les mots ont leur sens. Ça nous a vraiment servi d'accélérateur. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est rentré dans le dispositif, on a cherché à assembler plusieurs structures, alors des citoyens autour d'un quartier, puisque cet appel à projet était autour d'un futur écoquartier de bourg et non pas forcément d'écoquartier simplement environnemental. Et on a cherché à assembler via Star Accélérateur et les associations qui pouvaient être implantées dans le quartier et les citoyens qui pouvaient y être et les élus qui portaient des projets pour la revitalisation de ce quartier. On est aussi petits élus de demain, donc on a essayé de croiser la nécessaire revitalisation ou du moins vitalisation de notre centre-bourg, notre choix d'habiter le patrimoine pour faire vivre des économies dans notre centre-bourg, et puis de voir comment est-ce que ça pouvait résonner avec l'ensemble des usagers du lieu auquel on pensait. Et donc, j'utiliserai la métaphore du sachet de thé, c'est-à-dire qu'on a fait infuser ce souhait au cœur du quartier et ça s'est transcrit par un mois de ce qu'on a appelé Ménoc-Pelage, c'est-à-dire un événement continu où on a simplement préaménagé un espace pour voir comment, dans le changement de l'espace, comment les usagers
et les travailleurs et habitants autour de cet espace-là allaient s'emparer d'un espace qui leur appartient ou qu'ils utilisent régulièrement si on le changeait de nature. Et donc, ce petit changement qui a consisté simplement à installer un plancher sur la place, à faire construire par le Fab Lab du mobilier à base de palettes récupérées et puis d'installer un nouveau canicite et de changer du caillou par du sable, a permis de regarder tout un tas de gens venir vers le lieu. Pas forcément tous ensemble, mais petit à petit. Des gens se sont emparés du lieu en venant y faire du tricot le soir. D'autres en ont fait le lieu de départ de balade qu'ils avaient envie de mener avec d'autres personnes. Et puis, les différents porteurs du projet avec nous, donc une librairie dont le lieu est juste en bordure du quartier, un cabinet d'architecte qui vient s'installer sur le square, le Fab Lab qui vient s'installer sur le square, et nous-mêmes, mairie, avons animé 4 soirées en fin d'été où toute personne qui était venue dans l'été ou toute autre personne pouvait venir voir comment ce qui avait été capitalisé dans l'été pouvait être réexploité. Terminé par vraiment une soirée où un architecte de conseil qui est venu à chacune des soirées précédentes a pu raconter à toutes ces personnes-là ce qu'il avait vu et vécu et entendu. Et donc aujourd'hui, on a capitalisé de la matière, aussi bien de la matière orale, des choses qui nous ont été dites, des photos qu'on a pu prendre, des croquis qui ont été faits par un dessinateur. Et toute cette matière aujourd'hui va être une des matières de l'atelier Flash que l'on va mener, et là pour le coup qui nous a été, c'est une des ingénieries qui nous a été proposée via le dispositif Petite Ville de demain. Toute cette matière, on va la verser dans l'atelier Flash et on l'a versé aussi, on l'a donné, mis à disposition du bureau d'études qui nous a rédigé une note de problématisation qui ressemble véritablement à ce que nous souhaitions, mais aussi à ce que l'ensemble des personnes qu'on a souhaité associer, en faisant infuser cette démarche, ont pu vouloir. Et donc, nous ne sommes pas les seuls prescripteurs. Le bureau d'études nous a bien entendu, nous, mais a bien aussi pris en compte toute la matière qui avait été collectée au cours de l'été dernier. Et donc, je parle bien d'infusion, puisque entre l'été dernier et aujourd'hui, il sera passé plusieurs mois. Plutôt qu'un grand événement citoyen, là, pour le coup, on pourrait dire que pour nous, une assemblée citoyenne, ce n'est pas qu'un événement ponctuel, c'est une manière d'associer sur un projet particulier des citoyens pour rassembler leurs visions et leurs avis et en faire la matière des projets à venir. Voilà comment on vit un peu cette expérience-là autour, et je termine là-dessus parce que c'était le support, autour du réaménagement d'un square qui est complètement au cœur de la ville et qui pourtant, jusqu'à aujourd'hui, a été complètement déserté par les habitants puisqu'il a été urbanistiquement, on va dire, négligé depuis des années, alors qu'il est au pied d'un monument classé et au cœur et au carrefour d'un cheminement qui est vraiment le cheminement colonne vertébrale, future colonne vertébrale de notre cité de caractère. Merci beaucoup, monsieur le maire. Je vois pas mal de questions qui arrivent. Merci aux participants de jouer le jeu. Mon ordinateur devient fou, je ne les vois plus. Si, ça y est, c'est revenu. Une première question de Marion 300 et plusieurs personnes apparemment se posent la même question. On a un peu évoqué ça, c'est-à-dire la difficulté en tout cas ou les craintes qui ressortent quand on en échange, c'est finalement on se retrouve avec un public qui vient vers ces démarches-là. Donc, par exemple, hier, la Puise des Forterre, elle dit voilà, elle se mettait sur les marchés forains. Là, vous avez mis en place une autre façon, un autre dispositif. Il y a une partie de la population qui ne sera peut-être pas touchée par ces dispositifs-là. Je me permets de reformuler, moi c'est un peu comme ça que je le comprends. Donc comment on s'assure qu'on a bien tous les âges, qu'en termes de genre aussi, c'est équilibré. Voilà. Est-ce qu'il y a des publics qui sont plus difficiles aujourd'hui à associer? Enfin, est-ce qu'il y a, c'est un constat que vous partagez? Et si c'est le cas, comment vous faites pour qu'ils s'embarquent aussi dans cette démarche? Alors, le public, sur ce projet-là, clairement, le public le plus difficile à associer, ça a été les jeunes, puisqu'on est sur un usage de square avec un petit espace résidentiel où ce n'est pas forcément une population jeune qui habite. À l'échelle de la commune,
on n'a pas cherché, pour l'instant, dans les différents projets qui vont associer, où on va chercher à associer les citoyens, à faire en sorte que dans chaque projet, toutes les typologies de public soient associées. Notre souci, c'est véritablement que sur l'ensemble du projet municipal, on ait des implications de toutes les générations, de toutes les typologies de public. Donc, notre souhait d'avoir une complétude des publics, elle est plutôt à l'échelle macro qu'à l'échelle de chaque projet. On sait bien que là, on est sur un projet dont le cœur est habiter le patrimoine, que les dynamiques patrimoniales, même si on se bat pour que les jeunes les partagent, ce n'est pas forcément celles qui intrinsèquement les attirent. Par contre, on sait quels outils peuvent à terme les faire venir dans le patrimoine. Dans l'espace dont je parle aujourd'hui, le quartier du Ménoc, on va y installer une microfolie. Donc, on va utiliser un moyen pour capter un public qui deviendra un public résident, mais on n'a pas déployé d'énergie pour faire en sorte que le public jeune soit présent dans ce projet particulièrement-là à sa genèse. J'ai dit qu'il y avait un Fab Lab. Le Lab, lui, est un lieu où des jeunes sont présents. Donc, quoi qu'il arrive, ce projet qui est en train d'infuser, des jeunes sont en contact avec le projet. Par contre, on ne fait pas l'effort d'aller les chercher, on va faire en sorte qu'ils viennent vers le projet. Et je pense que la garantie que l'implication soit longue, c'est qu'on génère et on suscite le aller vers des personnes vers le projet plutôt qu'aller chercher des gens qu'on va, même à notre corps défendant, parfois un peu forcer dans l'implication. La fameuse stratégie de l'infusion et du temps long aussi, pour laisser à ces publics le temps d'avoir envie de venir. Merci. Alors, il y a plein de questions peut-être un peu plus ponctuelles. Je vais me permettre de vous en poser plusieurs d'affilée avant de continuer avec Laurent Masurier, puisque vous avez largement ouvert la voie de Petite Cité de Caractère. Donc, comme ça, Laurent peut se préparer. Alors, dans les questions, la première, vous avez parlé d'un bureau d'études. Voilà, de manière rapide, en gros, sur combien de temps il a été mobilisé, quel type de mission vous lui avez confié. Également un peu pratico-pratique, comment vous faites pour organiser des assemblées citoyennes par temps de Covid? Et enfin, quand vous évoquez l'atelier Flash, voilà, sur quelle thématique, quel format, puisque pour mémoire, pour tout le monde, quand on parle des ateliers des territoires, effectivement, Solène Leroux est bien renseignée, il y a deux formats, l'atelier Flash et l'atelier long, ou l'atelier pas Flash, on va dire. Donc voilà, sur laquelle option êtes-vous parti? Alors, comment est-ce qu'on fait pour associer les citoyens dans la période de Covid? Autant vous dire que, comme c'était quelque chose de fort dans notre programme, on a été un peu séché dès l'élection. On a pu mener l'Assemblée citoyenne en octobre, juste après l'été 2020 de notre élection, une vraie Assemblée citoyenne dont le sujet était quel événement fédérateur pour la commune, et l'événement fédérateur aujourd'hui existe et il est mené. Ensuite, on a explosé, c'est-à-dire que plutôt que faire des grands rassemblements, on a choisi de construire la carte subjective de notre commune et on est allé dans plusieurs lieux. On a rassemblé plutôt peu de gens à beaucoup d'endroits plutôt que beaucoup de gens en un seul endroit. Voilà, c'est des choix qu'on a faits, mais voilà, la participation citoyenne n'a pas été simple à mettre en œuvre. On attend impatiemment les levées de verrou pour essayer je dis bien de relancer, parce qu'il faut être honnête, ça a vraiment handicapé le fait de lancer ces dynamiques-là. Atelier flash, atelier long. Je crois que c'est là où il y a un vrai apport de l'ingénierie extérieure, enfin du moins de l'ingénierie que nous rapporte la NCT et la DDT chez nous au regard de ce qu'on a pu déjà faire. Sur cette place du Ménoc, sur ce square du Ménoc, en réalité, tout ce qu'on a pu raconter à nos interlocuteurs à NCT et DDT leur ont fait apercevoir qu'on avait déjà plus ou moins une programmation en tête. Et que donc, beaucoup de diagnostics existaient déjà. Et donc, le sujet, il est plus de mettre en ordre nos idées et tous les contacts qu'on a pu prendre, qui sont déjà des contacts actifs, on sait à peu près ce qu'on veut mettre dans l'hôtel de Ménoc, on sait qu'on veut requalifier l'espace extérieur. Et donc, le temps long
l'infusion est déjà faite. Enfin, voilà, l'infusion a déjà eu lieu. Et maintenant, tout ce qui, maintenant qu'on retire le sachet, il s'agit bien de savoir quelle quantité de sucre on met, à quelle chaleur on le boit, etc., etc. Et donc, l'atelier flash suffit. Et je pense que peut-être que nous-mêmes, on n'aurait pas forcément eu cette idée de dire, voilà, l'atelier flash suffit. Le fait de vraiment pouvoir parler avec des prescripteurs, puis un bureau d'études qui a été présélectionné sur tous nos souhaits, a fait conclure à tous ces gens-là que l'atelier flash était le bon format. Alors que peut-être qu'on aurait mis encore des mois et des mois à choisir le format nécessaire. Il y avait une troisième question. Oh, c'était le bureau d'études, mais vous y avez répondu en réalité par la même. Alors, ce que je vous propose, parce que je le vois, le temps qui file, Monsieur le maire, si vous avez encore quelques minutes avec nous, je vous invite à répondre par écrit aux questions-réponses. Et puis voilà, s'il y a des questions sur lesquelles vous souhaitez répondre à l'oral, on les prendra un peu plus tard dans le fil des discussions, si ça vous convient. Merci beaucoup. Comme ça, les participants peuvent continuer à vous poser des questions. Ils savent que vous êtes derrière votre écran et prêts à répondre. Pas de souci. Merci beaucoup. Je vais me tourner vers Laurent Mazurier. Laurent, vous êtes directeur de Petite Cité de Caractère, un des partenaires de la première heure du programme Petite Ville de demain. Et merci beaucoup pour cet engagement sans faille avec nous au service de l'amélioration de la qualité de vie des habitants dans les territoires ruraux et les petites villes. Alors, monsieur le maire de Mel a évoqué sa démarche, a bien positionné l'apport de Petite Cité de Caractère. Est-ce que vous pourriez revenir sur les valeurs portées par Petite Cité de Caractère et puis surtout comment construire un projet de territoire avec ses habitants, puisqu'il y a une actualité brûlante au sein du réseau sur le sujet, et puis peut-être nous éclairer avec quelques autres exemples de petites villes de demain en la matière. Merci Juliette. Bonjour à tous. C'est vrai que Monsieur le maire a parfaitement introduit un petit peu ce lien fort que nous avons, nous, dans notre association et dans nos communes qui sont membres, entre l'habitant, entre l'action publique et le patrimoine. Rappelez aussi en introduction que les Petites Cités de Caractère, c'est une association de communes. Donc, ce n'est pas un label étatique, c'est une association de, aujourd'hui, un peu plus de 200 communes qui se sont regroupées, qui ont défini à travers notamment la charte une règle, un petit peu quelques règles d'intervention de ce qui semble être une politique patrimoniale au service d'un projet de développement. Puisque ce qui vraiment rassemble aujourd'hui au sein de notre association toutes les communes, qu'elles aient de 50 à 5 000 habitants, puisqu'on est sur en gros une taille de commune, je mets de côté les communes nouvelles, qui s'arrête à 5-6 000 habitants, c'est vraiment cette idée de mettre le patrimoine, cette volonté de mettre le patrimoine au cœur du projet de développement du territoire, au cœur du projet de développement de la commune. Donc cette ambition qui va rassembler toutes nos communes, elle se décline à travers plusieurs axes, plusieurs piliers du projet Petite Cité de Caractère. Alors, je les balaye rapidement, mais quelques grands principes. Déjà, la volonté de travailler sur l'ensemble de la cité. C'est-à-dire que la façon dont on apprend de l'action patrimoniale, ça ne va pas être une somme d'opérations ponctuelles sur les objets culturels, les objets patrimoniaux, mais bien un travail sur l'ensemble de la cité qui est, dans son ensemble, un objet patrimonial et un écosystème urbain. Donc, c'est vraiment l'idée d'avancer sur les deux de front. On travaille vraiment sur des politiques de ville, des villes historiques dans lesquelles le patrimoine est une composante importante qu'il faut prendre en compte et qui va permettre de nourrir le projet de développement, mais également l'attractivité. L'idée aussi derrière le projet des Petites Cités de Caractère, c'est de mettre en projet ce patrimoine. Souvent, quand les communes viennent à nous, elles nous font le point de la somme des héritages dont elles ont la gestion. Et nous, très vite, on leur dit, OK, on voit ce que vous avez récupéré du passé, et bien maintenant, dites-nous ce que vous allez en faire en regardant devant et d'aller vers l'avenir. Et de toujours travailler avec les communes sur la définition de programmes pluriannuels. Alors, vous voyez que du coup, on était très près, notre président dit souvent que c'est les petites cités de caractère qui ont inventé les petites villes de demain, parce que finalement, cette idée de travailler sur des projets pluriannuels, nous, ça fait vraiment partie de notre projet depuis 45 ans. Et avec cette double entrée, l'idée de travailler sur du court terme, moyen terme, l'échelle du mandat, par exemple, donc quel est le programme que l'on va mettre en place à l'échelle du mandat, mais également parce qu'on sait qu'on est sur des temporalités longues quand on travaille sur le patrimoine, l'idée de travailler sur le long terme. Et toutes nos communes ont aujourd'hui donc ces sites patrimoniaux remarquables qui sont les héritages des anciennes ZPPAUP AVAP, outils qui travaillent sur la protection et la gestion du patrimoine sur le long terme et qui, soit dit en passant,
demande aujourd'hui de mettre en place des actions de médiation et de participation citoyenne, donc ce qui nous connecte aussi au sujet du jour. Un autre pilier de notre action, importante aussi, c'est ce que nous, on appelle patrimoine. Ce n'est pas que les objets au sens monument historique. C'est vraiment la somme des héritages, qu'ils soient culturels, bâtis, mais également culturels, immatériels, naturels. De plus en plus de communes parlent de biodiversité. Donc, cette somme des héritages qui va former la culture et l'identité d'un territoire et de ses habitants. Et petit à petit, on va glisser vers justement la place de l'habitant. Et un autre grand pilier, et là, pour le coup, on va glisser vraiment dans le sujet qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de fédérer l'ensemble des acteurs de la cité autour du projet patrimonial. Il y a véritablement l'idée à la fois d'avancer sur l'action publique, sur l'action sur les biens publics, sur les espaces publics, mais également sur le bâti et sur les propriétés privées, les acteurs privés. Donc ça, ce sont des piliers qui sont dans notre charte depuis toujours, depuis la création. Alors en 2018, on a repris notre charte, on l'actualise régulièrement et on a dû l'actualiser en 2018, notamment à cause des lois NOTRe et des lois LCAP, qui impactaient véritablement notre organisation, qui rendait certains outils obsolètes, qui en appelait d'autres. Donc, on a entièrement relifté notre charte. Et on a regardé de près justement ces actions qui touchent de près à la participation citoyenne et à la place du citoyen dans le projet global et dans le projet patrimonial. Et là, au hasard de nos recherches et de voir un petit peu où étaient les bons exemples, les belles expériences, on est tombé sur cette notion de droit culturel. Droit culturel, donc, c'est une approche qui est de plus en plus présente, alors qui renvoie à des grands textes internationaux et surtout qui invite à travailler, alors dans le champ de la culture, mais le droit culturel est presque un faux ami parce que c'est plus dans le champ des politiques publiques. Et l'idée de travailler beaucoup plus dans une approche des politiques publiques qui se font avec les personnes et non pas pour les personnes. Et cette notion correspondait tout à fait à notre entrée et notre volonté dans une commune, au moment où on parle de politique publique et de politique patrimoniale, de faire avec les gens. Alors, tous ces travaux, je vous la fais courte, je vous dirai après, on aura des temps si on pourra approfondir tous ces sujets-là. Mais tous ces travaux-là nous ont amené vraiment à deux choses très importantes. D'une part, on a interrogé tout notre projet dans sa globalité et en regardant à toutes les étapes d'un projet patrimonial, comment on pouvait l'enrichir et parfois même le sublimer par la participation. Alors, dans le domaine des droits culturels, on parle des personnes parce que c'est un terme qui nous permet à la fois de citer l'habitant, l'acteur économique qui est là dans la cité, mais également la personne qui vient une journée sur la commune et qui, le temps de sa visite, n'est pas un spectateur, mais aussi est un acteur de la vie de la cité. Donc, comment toutes les étapes du projet pouvaient être enrichies par la participation des personnes, c'est-à-dire du début même, de qu'est-ce qui fait patrimoine. Demandons aux habitants, demandons aux personnes ce qui, pour elles, fait patrimoine dans la commune. Et on aura déjà une approche du patrimoine beaucoup plus ouverte et beaucoup plus large par rapport à ce qui peut mobiliser, ce qui peut toucher les habitants. Jusqu'à la transmission. Que souhaitez-vous transmettre à ceux qui vous suivront, à ceux qui vont venir dans votre commune, à ceux qui vont venir pour une visite touristique? Qu'est-ce que vous voulez raconter de votre histoire, de l'histoire de votre cité, de votre culture et de votre patrimoine? Et puis en passant également par la mobilisation et la participation de tous. Et petit à petit, à travers ces travaux-là, donc, qui a fait l'objet d'une publication qui est en ligne sur notre site internet, on voit qu'on passe doucement et qu'on invite nos communes à passer doucement d'un projet à 2 dimensions, l'élu et l'expert, à un projet à 3 dimensions, l'élu, l'expert et les personnes, les habitants, les acteurs économiques et tous les contributeurs à la vie de la cité. Donc tout ce travail qui est restitué à travers cette publication d'interrogation de notre projet en disant comment travailler avec et non pas pour. Et alors l'autre entrée, et on a repris notre charte. Et comment on synthétise ces travaux à travers notre charte des petites cités de caractère. Et on a essayé de retranscrire cette ambition dans notre charte avec 3 entrées. C'est-à-dire que quand on travaille à la rencontre des communes, que ce soit avec une première visite ou avec après une démarche de contrôle qui est un peu inhérente à notre projet, on les interroge. Dans le cadre de votre action ou des actions que vous conduisez pour sensibiliser les acteurs et tous les habitants de la cité à votre projet patrimonial, qu'est-ce que vous faites pour, premièrement, associer les personnes à la définition, la construction et l'évaluation des projets?
Et là, c'est tout ce que vient de décrire M. Griffo, les conseils citoyens, des fois c'est des réunions de quartier, des fois c'est des enquêtes publiques, mais où on va vraiment aller chercher les personnes parce qu'on souhaite la participation du plus grand nombre et on va au-delà de ce que demande le législateur, etc., etc. Donc, la contribution des gens à la construction, la définition, mais également l'évaluation. Le deuxième point, c'est comment on les accompagne. Comment on accompagne un projet individuel, justement, un projet patrimonial, dans un ensemble qui est maîtrisé. Et là, on a une règle, la règle du site patrimonial remarquable, par exemple, qui est connue, qui peut faire l'objet donc d'une sensibilisation, comment on informe, comment ensuite on va mettre en place du conseil et la présence des architectes conseils, la présence des permanences autour de la règle pour accueillir les pétitionnaires, des aides financières, tout un travail avec la Fondation du patrimoine, et comment de cette règle qui au départ prévue pour faire la protection et la gestion fait vraiment un outil de développement parce qu'elle est partagée avec le plus grand nombre. Et petit à petit, on bannit les mots comme contrainte, mais plus comme une somme de recommandations pour qu'un projet individuel soit développé dans un projet collectif. Mais c'est aussi dans ce champ-là et dans la sensibilisation des personnes, des temps conviviaux. C'est-à-dire inviter les gens à des animations, à des rencontres autour du patrimoine pour en finir avec ce côté, le patrimoine égale somme de contraintes, somme d'enquiquinement pour ne pas dire d'autres mots, mais beaucoup plus quelque chose. On parle de l'héritage partagé, d'un commun culturel qui fédère et qui rassemble l'ensemble des acteurs de la cité. Et puis le dernier point, c'est sur la participation des gens. Comment les inviter à être acteurs du projet? Là, on a énormément, par exemple, de retours d'expérience du réseau qui vont être à la fois sur souvent le fleurissement, mais dans d'autres communes, et là je pense spontanément à Joinville, petite ville de demain, petite cité de caractère, où on a mis des actions, des ateliers ou des chantiers participatifs pour travailler sur le pan de bois, pour repeindre les persiennes. Et petit à petit, la valorisation du cadre de vie et du patrimoine se fait dans un cadre collectif. Donc, c'est tous ces projets que l'on accompagne. Alors, je vais m'arrêter là avec vous 2-3 pistes pour prolonger ces échanges. Ouais, et puis, effectivement, il y a des questions, mais on pourra y répondre peut-être par écrit. Je vais regarder les questions. Merci beaucoup, Laurent. J'aurais fermé ma bouche. Pour prolonger ça, déjà vous inviter à un webinaire, une série de webinaires qu'on va ouvrir donc avec le partenariat avec la NCT sur justement le projet Petite Cité de Caractère, les outils qu'on met en place. On commence la semaine prochaine un cycle de 5 webinaires. Donc, je vais mettre le lien dans le forum des discussions. Sur notre site, une projetothèque aussi qu'on a construit avec la NCT dans le cadre de Petite Ville de demain pour partager des belles expériences, des beaux projets que l'on trouve dans le réseau sur la réutilisation, par exemple, des édifices patrimoniaux vers de nouveaux usages. Et puis donc, cette publication sur la participation citoyenne et les droits culturels pour mettre le patrimoine et les personnes au cœur du projet de territoire. Merci beaucoup, Laurent. Effectivement, on avait eu le plaisir d'accueillir le chef de projet de Joinville pour présenter quels sont le rôle d'un chef de projet Petite Ville de demain. Donc, il y a un webinaire de mémoire qui doit être disponible en replay qui présente ces différents éléments. On avait eu l'occasion également d'en parler pendant la semaine thématique sur le patrimoine de mémoire. Donc, ça permet d'aller un peu plus loin dans l'attente impatiente des webinaires de Petite Cité de Caractère. Merci beaucoup, Laurent, pour cette présentation du réseau et des points un peu de vigilance. Comme je l'évoquais, il y a quelques questions pour vous dans l'onglet questions-réponses. Je vous laisse regarder peut-être pour répondre par écrit. Et je me tourne de suite vers notre collègue du CEREMA, un des partenaires de cœur du programme Petite Ville de demain, Karine Lancement. Vous êtes chef de projet participation citoyenne et transition au CEREMA Grand Est, donc bienvenue. Votre titre vous désigne comme interlocutrice particulièrement idoine pour ce rendez-vous aujourd'hui. Alors, on a eu l'occasion, notamment de la formation des chefs de projet qui s'est achevée la semaine dernière, et d'ailleurs, tout sera mis en ligne, le parcours de formation, dès lundi sur la plateforme des chefs de projet Petite Ville de demain et élus référents. Est-ce que vous pourriez revenir peut-être en quelques minutes sur comment déployer ce type de démarche, quels outils existent, et puis bien évidemment, pour ceux qui veulent tout savoir, pourront aller se former dès lundi pour ceux qui n'auraient pas pu suivre en direct la formation. Merci, bonjour à tous. Je remercie Héloïse pour mettre le diaporama. Je vais essayer de répondre à votre défi là, en 7 minutes, comment faire de la participation citoyenne dans vos projets Petite Ville de demain. Déjà me présenter, donc le CEREMA, centre ressources et d'expertise qui accompagne les collectivités dans toute leur démarche de transition sur 6 domaines d'activité que vous avez présentés ici.
On est organisé en différentes antennes régionales et donc vous avez des agences territoriales qui peuvent vous accompagner. On est plus de 2800 agents à l'échelle nationale à votre service. Et on a créé du coup en 2020 un pôle participation avec des relais locaux du coup pour accompagner les collectivités dans l'appui à la définition d'un projet participatif, sa mise en œuvre, son suivi, son évaluation, mais aussi l'appui à la construction d'un argumentaire politique, peut-être pour convaincre les élus, et ceux notamment qui sont un peu récalcitrants sur ces domaines, à y aller. Et ça, n'hésitez pas à nous solliciter peut-être là-dessus. Voilà. Alors, la participation, comment faire? On peut passer là. Merci. Moi, déjà, première recommandation, c'est qu'il faut placer l'habitant au cœur, partir de lui, partir de ses besoins, ses centres d'intérêt, ses contraintes. Il faut savoir que l'habitant est sursollicité en termes de participation et de possibilités d'engagement. Et donc, il y a tout un panel aujourd'hui de possibilités et de niveaux d'engagement qui sont proposés. Je vous en ai mis un certain nombre ici et le diaporama sera à votre disposition. Mais du coup, vraiment, c'est se mettre à la place de l'habitant et notamment des jeunes, notamment des femmes, puisque je voyais dans les questions-réponses aussi comment mobiliser ces publics cibles-là. On va en parler après, mais je pense qu'il y a à chaque fois des méthodologies et des façons de faire qui doivent s'adapter au public que vous recherchez. On peut passer à la suivante. Héloïse, on peut basculer. Alors, préparer et mettre en œuvre la participation. Alors, très, très vite, en 5 minutes, comment vous donner quelques repères. D'abord, savoir sur quoi et pourquoi on veut faire participer. Avant de vous poser la question des outils, de la méthode, des moyens, etc., c'est avant tout quels sont nos objectifs, quels sont les points, projets, questions que l'on souhaite mettre en débat, et donc cerner avec les élus l'ambition de cette démarche participative, le degré de participation et d'implication des gens visés, et qu'est-ce que vous attendez finalement de la participation des habitants. Deuxième peut-être question clé, recenser vos publics cibles, qui vous souhaitez justement toucher, essayer d'établir peut-être une cartographie des acteurs et des publics, notamment pour ne pas oublier peut-être les plus précaires, peut-être les SDF qui vivent aussi parfois au cœur de vos centres de petites villes de demain, les jeunes, et pour chacun, sont-ils disponibles, où sont-ils et comment les mobiliser du coup, avec une astuce que je recommande plutôt, qui est plutôt de s'appuyer sur des relais. Je pense notamment aux CCS, qui sont des partenaires incontournables. Vous avez un certain nombre d'ateliers collectifs, ou notamment, je ne sais pas, les MJC, où vous avez entre guillemets, des groupes captifs de jeunes que vous pouvez aller chercher. Et donc, aller vers est vraiment, comme l'a dit monsieur le maire de Mel, aussi une stratégie vraiment essentielle. Ensuite, comment faire et donc préparer la participation. On vous recommande de planifier du coup tout ça en amont, d'avoir un choix des méthodes et des outils qui soient adaptés à la fois au temps que vous avez, aux objectifs que vous vous fixez, au public ciblé, et de mixer un petit peu et diversifier ces outils pour toucher le plus grand nombre. Du coup, sur ce qu'il ne faut pas négliger surtout aussi, bien sûr, c'est la suite. C'est-à-dire prendre en compte les avis que vous avez recueillis, être bien transparent, rendre compte aussi des décisions prises, pourquoi on a gardé ou pas cette proposition citoyenne, et donc essayer d'avoir à chaque fois ce retour vers les habitants, parce qu'il n'y a pas pire que de faire participer des gens sans leur donner à voir finalement à quoi ça sert. Du coup, j'insiste en effet pour vous conseiller également qu'avant les méthodes et les outils, première étape, c'est définir les objectifs et s'adapter à vos objectifs et au public attendu. Si vous souhaitez recueillir un avis, je vous ai suggéré un certain nombre d'outils ou de méthodes qui sont possibles. Si vous souhaitez échanger des arguments, c'est différent, c'est un autre niveau. Et là, c'est plus des ateliers d'intelligence collective. Et en effet, en période Covid, on privilégie les petits groupes pour pouvoir avoir une approche où on peut avoir un séminaire de 100-150 personnes, mais tout le monde est réuni en table de 6 personnes pour essayer de répondre aussi en même temps à vos questions. Faire émerger des idées, là vous avez des démarches vraiment beaucoup plus proactives, où l'idée c'est vraiment de co-construire en intelligence collective justement avec les habitants un certain nombre de solutions et de pistes, et ça peut être des ateliers de cartographie participative, des stands aussi sur les marchés sur lesquels on dessine un petit peu la vision rêvée de la petite ville de demain.
Prendre une décision, ça c'est un niveau un peu supplémentaire. Donc là, vous avez les formats de budget participatif, votation citoyenne qui sont possibles. Et après, il y a aussi un niveau qui est vraiment la participation peut renforcer le pouvoir d'agir des habitants et donc développer peut-être des chantiers participatifs ou soutenir aussi les initiatives citoyennes qui existent sur votre territoire. Et là, je vous recommande la plateforme Transiscope qui recense toutes les initiatives citoyennes de vos territoires et qui est assez une bonne mine, on va dire, de contacts et de personnes un peu engagées à repérer sur vos territoires. On peut avancer du coup ensuite. Là, je vous propose du coup peut-être 2 diaporamas sur des ressources parce qu'il faut que j'aille vite. Et donc, vous aurez peut-être en ligne ou dans le chat et puis avec le diaporama un certain nombre de liens à la fois pour savoir comment informer. Et donc là, n'hésitez pas à mixer en fonction de vos publics. Les jeunes ne vont pas être touchés par le même outil que les plus âgés ou les propriétaires du coin. Pour mobiliser également, là, c'est pareil, il y a plusieurs stratégies et on peut aussi aller solliciter directement les personnes sur leur lieu de travail, sur leur lieu de vie, sur le marché, sur les lieux de transport. C'est plutôt cette logique du aller vers qui fonctionne globalement. Et puis après, adaptez vos outils de participation et d'animation. Et là, je vous recommande notamment peut-être sur PVD l'outil de prospective participative territoriale qui s'appelle Vision Plus 21. Et je vous donnerai en lien, du coup, via ce diaporama et les actes de la journée, le lien vers toute cette boîte à outils qui est très, très riche et vous permet d'avoir une construction pas à pas sur comment animer une vision du territoire rêvé, en fait, et comment ensuite faire atterrir ça en plan d'action concret. Animer la participation, oui, comment on fait, quels outils, quelles ressources, quelles méthodes. Donc là, avant de partir sur l'outil, parce que souvent, c'est vrai que les collectivités nous sollicitent avec une idée d'outils miracle un petit peu, d'abord pensez à vos objectifs, vos publics et ce que vous souhaitez faire. Et ensuite, l'idée est de mixer une palette d'outils. Et là, je vous mets à disposition également un certain nombre de ressources en insistant peut-être sur la plateforme québécoise de Communagir, qui permet d'avoir en fait un accès direct à des outils d'animation très très bien faits, très très bien détaillés et concrets, faciles d'appropriation pour les chefs de projet, mais qui sont organisés par objectif et par nombre de participants que vous visez. Donc c'est très très pratique. Voilà, on peut passer peut-être à la suivante. Peut-être vous dire que peut-être aussi pour vous accompagner, l'important c'est de s'appuyer sur des réseaux et donc vous faire la promotion puisque le CERAMA est promoteur de la charte de la participation du public aux décisions qui les concernent. Cette charte est très peu connue. Elle a été proposée par le ministère et coécrite avec un groupe de collectivités, des associations d'élus, des praticiens de la participation en 2016. Elle permet de fixer un cadre et de vous donner à la fois des arguments peut-être pour convaincre vos élus d'y aller, puisque l'objectif de la participation, c'est bien améliorer la qualité et la légitimité finalement des décisions prises. C'est aussi pouvoir permettre de construire et maintenir la confiance avec les habitants et du coup garder ce lien. Et elle est organisée du coup, elle donne un petit peu, on va dire, des principes et des critères pour pouvoir avoir un processus participatif vertueux qui vous permet d'éviter la caricature que je vous ai mis là, où on est juste face à des choix et voilà, on vous fait participer pour accepter le choix déjà fait. La charte de la participation, c'est 4 principes, un cadre clair et partagé, un état d'esprit constructif, permettre bien sûr la mobilisation de tous et puis faciliter le pouvoir d'initiative des citoyens. L'idée, alors de l'état d'esprit constructif, monsieur le maire le disait bien, la participation est avant tout, en effet, un projet politique, une culture, un état d'esprit, et c'est pas seulement, et c'est un processus avec plusieurs séquences et plusieurs rythmes à donner, et donc c'est pas forcément un one-shot. Voilà. Vous faire peut-être rapidement aussi, du coup, la présentation de l'outil, la boussole de la participation. Sur laquelle on est largement revenu en formation, donc peut-être en D'accord, quelques j'y passe mots. très vite. C'est juste pour vous signaler voilà, qu'on a créé une application Internet qui s'appelle la boussole de la participation, qui vous permet d'avoir gratuitement et de façon libre, en écrivant à l'adresse boussoleparticipation@cerema.fr, vous pouvez l'obtenir. C'est un checklist des bonnes questions à se poser pour à la fois définir son ambition, préparer son dispositif participatif, le suivre et surtout l'évaluer ensuite et pouvoir vous accompagner à sa mise en œuvre. C'est vraiment l'idée d'un guide pas à pas avec voilà, toutes les questions clés à se poser. Voilà.
Merci beaucoup, Très Karine. rapidement, hein. Je vous ai rattrapé le temps là. Oui, alors pour rassurer tout le monde, bien évidemment, le replay sera disponible dès la semaine prochaine. Le support de présentation très complet de Karine également, avec les liens que vous avez retrouvés tout au fil de la discussion et sur le diapo. Et puis, comme je l'évoquais, le CEREMA a animé des modules complets de formation qu'on est très heureux de mettre à disposition. Avant de finir notre ordre du jour, je voudrais juste redonner la parole à Monsieur le maire. Monsieur Griffo, si cela vous convient, vous avez indiqué vouloir répondre à une question en particulier en direct. Merci d'avoir joué le jeu. La réponse par écrit des nombreuses questions qui sont tombées sur comment faire pour que les discussions avec les citoyens ne tournent pas au cahier de doléances, ce qui est une crainte pour les élus. Donc, comment faire de manière générale et puis surtout comment vous faites. Comment je fais? Alors, comment on fait? En fait, on demande aux gens de venir nous dire ce pourquoi ils sont et non pas ce pourquoi ils sont contre. C'est-à-dire qu'en fait, on a une dynamique générale, hein, c'est qu'on a aussi bien à l'intérieur du conseil municipal qu'en dehors, c'est qu'on attend que les gens viennent nous dire qu'ils sont pour quelque chose et non pas qu'ils sont contre quelque chose. Bien sûr, hein, je crois que comme tout élu, on sait pertinemment que quand on demande l'avis à certaines personnes sur des sujets, alors là, c'est des sujets très constructifs, donc ceux qui viennent contribuer sont en général des gens qui viennent pour, mais on sait pertinemment que c'est l'effet référendum. C'est-à-dire quand on demande l'avis aux personnes, ils viennent souvent ne pas forcément exactement répondre à la question et d'abord amener leur doléance. Je crois qu'on n'a jamais laissé penser aux personnes, ou on ne laisse jamais penser aux personnes que c'est elles qui vont décider. Faut quand même, dans toute participation citoyenne, à la fin, il y a quand même une décision qui est prise par une instance qui ancre les choses dans la réalité de la vie publique. Et donc, c'est bien un conseil municipal, en général, qui finit par trancher, c'est le seul capable d'engager des moyens. Et en général, tous les projets dont on parle, c'est des projets qui engagent des moyens. Donc, je pense que quand on ne laisse pas rêver les gens au départ sur le fait que c'est leur décision qui va être la bonne, ils ne viennent pas discuter avec les autres de quelle est la solution la meilleure, ils viennent contribuer à la construction de la meilleure solution pour tout le monde. Et je crois que c'est le moment où on peut essayer, alors il n'y a pas de recette pure, hein, mais je pense que l'état d'esprit, c'est de n'accepter que les contributions qui servent l'intérêt public plutôt que la vie particulière. Je pense que pas mal de gens, quand ils se rendent compte qu'on ne les écoute pas, ils changent de posture. Merci beaucoup. C'est un peu raide de le dire comme ça, mais… Non, mais c'est intéressant. Ça fait écho aussi à ce que Marthe Pommier nous disait hier aussi, de l'expression individuelle à l'intérêt collectif. Il y a une maturation ou une infusion à faire. Et effectivement, de poser les règles clairement dès le départ permet d'instaurer la confiance nécessaire, j'imagine, pour ce genre de débat. En tout cas, ça fait clairement écho aux échanges qu'on a pu avoir hier. Oui, je vous en prie. À ceci près, juste que, et ça je demande à tous ceux qui sont témoins aujourd'hui de me le dire un jour, c'est qu'on est en début de mandat, c'est facile de dire ce que je dis. On vous réinvitera en 2026 avec grand plaisir. Voilà, mais je ne me projette pas encore plus loin qu'un premier mandat. Donc, voilà, je pense qu'il y a toujours cette problématique de la durée de vie de l'élu qui a envie de continuer ou pas. Et je pense que voilà, faut aussi se donner les garanties que ces positions-là, on les ait tout au long du mandat. Et je pense que si on les engage dès le départ et qu'on les maintient, je pense que c'est aussi quelque chose de positif parce qu'on est apprécié pour la franchise, l'honnêteté et la sincérité plus que par le fait de servir, de dire oui, quoi qu'il arrive. Merci beaucoup pour cette réponse étayée. Il nous reste assez peu de temps et je m'en excuse, mais je pense qu'on aura le temps tout de même de tout couvrir. N'hésitez pas à poursuivre vos questions dans l'onglet questions et réponses. On fait le maximum et d'ailleurs, nous avons résolu toutes les questions. C'est formidable. Merci aux intervenants de jouer le jeu. Je vais maintenant me tourner vers nos intervenants de la Banque des Territoires et de Cap Collectif. Justement, hein, comme l'évoquait Karine Lancement du CEREMA, c'est toujours important de savoir pourquoi on fait de la participation, se poser la question au démarrage de pourquoi, mais une fois qu'on a résolu le pourquoi, comment on fait et là, il y a plein d'outils possibles, de méthodes disponibles voilà, en lien avec la Banque des Territoires, il nous a semblé opportun de vous en présenter une parmi le panel de ce que vous pouvez mobiliser, bien sûr. Donc, je vais céder la parole à François Panouillet de la Banque des Territoires pour nous introduire et nous présenter de manière flash un des outils concrets qui peut être utilisé par les petites villes de demain.
dans le cadre d'une initiative soutenue financièrement par la Banque des Territoires. J'en profite juste pour le dire, vu que c'est une solution commerciale, l'ANCT n'est pas impliquée ni dans le choix ni dans le soutien financier, mais on est bien sûr très heureux de céder la parole à notre partenaire, la Banque des Territoires. Et du coup, François, et Colline Van Roy de Cap Collectif, je vous laisse à tous deux la parole pour une présentation en duo de qu'est-ce que c'est que cette solution, quel avantage ça présente pour les petites villes de demain, et puis pourquoi la Banque des Territoires a choisi de soutenir cette initiative. Oui, merci. Quelques mots, en effet, pour dire que la Banque des Territoires a voulu donner l'occasion à chaque ville bénéficiaire du programme d'expérimenter gratuitement pendant 1 an un dispositif de participation citoyenne en ligne. Alors, pour ce faire, on a noué un partenariat avec la start-up Cap Collectif, représentée aujourd'hui par Colline, qui interviendra juste après. Alors, pourquoi ce partenariat ? D'une part, on estime que la participation citoyenne contribue, on le sait, on l'a vu, à renforcer l'acceptabilité et surtout l'adhésion des habitants au projet de territoire. Et d'autre part, on considère que les outils numériques de participation citoyenne, qu'on nomme les civic tech, ne doivent pas être uniquement réservés aux métropoles et aux grandes villes. Alors évidemment, dans les petites villes et partout ailleurs, ces civic tech ne remplacent pas le lien direct que peuvent avoir les élus avec les habitants, et le contact physique reste bien sûr primordial. Cela dit, les outils numériques peuvent permettre de compléter les pratiques existantes et d'adresser un nouveau type de public qui n'a pas forcément l'habitude de se rendre aux réunions de concertation classiques, par exemple. Aujourd'hui, on constate que les consultations et votations en ligne ou encore les budgets participatifs se multiplient dans les collectivités, mais on sait aussi que les petites villes sont parfois limitées par un manque de moyens à la fois humains, techniques et financiers. Donc, on a voulu mettre à disposition des PVD une palette de solutions et un accompagnement technique gratuit pour permettre d'expérimenter pendant 1 an des outils numériques de participation citoyenne. Je laisse tout de suite la parole à Colline de Cap Collectif qui va vous présenter cette palette d'outils et l'accompagnement en question. Oui, bonjour à toutes et tous. Merci François, merci à l'ANCT pour l'invitation. Donc, je m'appelle Colline, je travaille effectivement à Cap Collectif. On a créé en 2014 une plateforme de démocratie participative pour outiller notamment les élus locaux qui souhaitent impliquer leurs habitants dans leurs projets de territoire. Et depuis 8 ans, on a travaillé avec plus de 300 organisations, dont 150 collectivités territoriales, mais on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de petites collectivités. Alors pourquoi François l'a dit, bien sûr, il y a des freins un peu spécifiques sur les moyens financiers, sur les moyens humains aussi qui sont plus limités. C'est la slide suivante, mais il est évident que dans les métropoles, on a des services dédiés en fait, avec des ETP dédiés sur la question de la participation. C'est évidemment pas forcément le cas dans de plus petits territoires. Et puis un manque d'acculturation sur le numérique, mais qui est simplement la conséquence des deux premiers points. Donc, ce qu'on voulait faire avec la Banque des Territoires, c'est effectivement, François l'a rappelé aussi, ne pas réserver la participation numérique aux plus grands territoires. On a donc conçu une offre pour donner un accès gratuit à nos outils de participation, que je vais vous présenter très rapidement ensuite, pour les PVD qui sont intéressés, qui aimeraient expérimenter la participation, mais voilà, qui avaient quelques réserves ou quelques freins, comme on vient de les voir, et qui hésitaient à franchir le pas. Donc, l'accès gratuit à ces outils, François l'a dit, c'est pendant 1 an, mais l'outil, c'est bien, savoir l'utiliser d'un point de vue méthodologique et technique, c'est mieux. Donc, on accompagne aussi les collectivités intéressées avec 2 formations gratuites. Et puis, je pense que si vous participez à cette réunion, c'est que vous en êtes convaincus. L'intérêt aussi du programme PVD, c'est de pouvoir faire discuter ensemble les collectivités autour de leur sujet. Donc, on propose aussi de créer une communauté apprenante entre les collectivités qui se lancent dans le participatif numérique et qui souhaitent se partager un peu les bonnes pratiques, les difficultés éventuellement qui peuvent se poser. Alors, concrètement, quand on parle d'outils de participation, de quoi on parle ? En réalité, de pas mal de choses différentes, puisque sur notre plateforme, vous le voyez sous les yeux sur l'écran, on a pas mal de modules participatifs à disposition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir lancer un budget participatif, par exemple, mais aussi une enquête par questionnaire ou une boîte à idées ou une cartographie interactive.
comme le rappelait Karine, je crois, si je ne me trompe pas précédemment du CRMA, c'est évidemment une question de choix par rapport à des besoins et par rapport à un public cible que vous souhaitez adresser. Donc, tout dépend de vos besoins, mais en tout cas, tous ces modules sont à disposition. Alors, peut-être pour vous donner quelques exemples concrets, puisqu'on a lancé l'offre il y a quelques semaines et on a déjà une vingtaine de collectivités PVD qui soit se sont déjà créé un compte sur notre plateforme Purpose, soit sont en passe de le faire. Bonjour, comment allez-vous? Donc, on a les communes d'Argentat-sur-Dordogne, Fronton, Saint-Martin ou Saint-Rémy de Provence, il y a quelqu'un qui n'a pas fermé son micro, qui se sont lancés dans un budget participatif. Si je peux partager mon écran simplement 2 minutes, non, je ne peux pas. Ok, bon, bah, c'est pas grave. Du coup, je vous enverrai les liens dans le chat si vous voulez aller voir concrètement à quoi ça ressemble. Mais en gros, le budget participatif, c'est la collectivité qui réserve une enveloppe budgétaire à la réalisation de projets proposés et choisis par les habitants et qui portent sur l'aménagement de l'espace public, donc des choses assez concrètes. Et c'est un dispositif qui fonctionne extrêmement bien partout sur le territoire. Mais on a d'autres exemples. La commune de Roquemaure qui va organiser une votation sur un projet d'aménagement de boulevard. Un autre exemple, Château Arnoux-Saint-Auban, qui vient de lancer une enquête par questionnaire sur son projet de territoire, donc là sur un sujet très en lien avec le programme PVD bien sûr, ou Neuilly-Pompière, qui elle a misé plutôt sur une carte interactive pour faire participer les habitants sur un projet de réhabilitation de friches. Donc voilà, des exemples oraux comme ça, pour vous montrer en tout cas qu'il y a pas mal de choses et de possibilités. Et puis encore une fois, tout dépend de vos besoins et de vos projets. Donc j'ai pas le temps de vous faire une démo ou quoi que ce soit, et puis c'est pas forcément l'objet, mais en tout cas si vous êtes intéressé, sachez qu'on organise une démo chaque semaine à Cap Collectif pour justement vous montrer très concrètement les cas d'usage qui sont mis en place par des collectivités PVD. Et puis créer aussi, dès cette première démo, un espace d'échange aussi sur l'intérêt que peut avoir le numérique pour impliquer les habitants sur le territoire. Merci beaucoup François et Colline d'avoir relevé le défi de la présentation flash et néanmoins précise, tant des enjeux, des raisons du soutien de la Banque des territoires et de cet outil. Jean-Michel Morer, maire de Triport, en avait touché un mot dès lundi en ouverture de cette semaine. Voilà, donc on suivra avec attention le déploiement de cette solution proposée dans le panel des outils à disposition des petites villes de demain. Il me reste à me tourner vers mon collègue Emmanuel Dupont, expert conseiller transformation de l'action publique et territoire au sein de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Emmanuel, je suis très heureuse de te céder la parole pour faire la synthèse de cette heure riche d'échanges sur le beau sujet de la co-construction et de la participation citoyenne au service d'un projet de territoire. La parole est à toi. Bonjour à tous, merci pour vos interventions. Je vais essayer de faire une synthèse, petite mise en perspective. Vous m'excuserez si c'est très imparfait. Simplement, je voulais insister peut-être sur un point. On a beaucoup parlé de démocratie locale, participation, citoyen. Il me semble que la dynamique dont on parle, elle recouvre en fait un peu deux phénomènes, ou en tout cas, elle prend deux formes très complémentaires qui localement, on l'a vu par exemple avec Mel, se chevauchent, mais qui ne présentent pas tout à fait les mêmes enjeux, les mêmes difficultés, qui n'appellent pas tout à fait la même ingénierie. Il y a une première démarche, je dirais, de participation, concertation, qui est en fait complètement orientée citoyen. C'est des démarches qui s'intéressent aux citoyens vus comme un individu, un habitant, un riverain, un usager, un administré. C'est vraiment quelqu'un caractérisé comme étant non professionnel, agissant et pensant à titre individuel. Et la matrice de ces démarches, c'est vraiment d'essayer de recueillir son opinion, son témoignage. On est à cheval entre l'enquête et la délibération. C'est vraiment d'aider dans ce cadre-là la collectivité à construire sa décision, ça a été dit,
à la construire de façon légitime, mais on voit bien que dans ces démarches, la collectivité est vraiment au centre, et notamment parce qu'elle est appelée très largement à porter la mise en œuvre qui va résulter de ces actions. Il y a une ingénierie très spécifique de concertation qui se met en place. Bon, ça a été décrit notamment par Colline, etc. Il y a une deuxième démarche qui s'adresse aux citoyens, mais qui s'élargit en fait aux entreprises, aux associations, aux organismes, structures présentes dans le territoire. On est vraiment dans une orientation plus force vive. Là, on s'intéresse aux gens en tant qu'ils représentent des collectifs qui sont dotés de capacités d'action propres. Ce n'est pas la collectivité qui leur apporte, ils ont déjà des moyens d'action. Et ce sont aussi des gens très engagés dans le territoire comme professionnels, donc avec cette capacité d'action qui est celle de professionnels. Autant le premier point, le premier mode de concertation, le point de vigilance, c'était comment en fait on s'assure qu'il y a un maximum de gens, que ça soit représentatif de la population, qui soient mobilisés. Comment on s'assure qu'en fait on les mobilise, mais en fait après on prend bien les bonnes décisions correspondant à cette participation. Là, je dirais que l'enjeu, quand on est en mobilisation des forces vives, est beaucoup plus en fait de trouver les bonnes régulations, puisque l'idée, c'était vraiment de porter une action ensemble au niveau de la collectivité, mais finalement qui perd un peu son rôle central pour en fait créer du partenariat. On est en partenariat et c'est notamment toute la dynamique qui est en train de se porter avec les coopératives de territoire, les cycles, les fondations diverses et variées, des fonds aussi, etc. On est sur un enjeu en fait de construction d'une gouvernance partagée entre des forces vives et une collectivité. Voilà, il me semble qu'on a deux grandes tendances qui se dessinent, très complémentaires. Je crois que l'enjeu maintenant est vraiment d'essayer d'hybrider les deux. Ma conviction, en tout cas, voilà, si je puis me permettre, c'est que bien évidemment, l'ouverture et l'effort de mobilisation des citoyens est important, mais en termes de développement du territoire, de construction d'un projet partagé et de capacité à mettre en œuvre de l'innovation, de la transition, il ne faut pas négliger du tout ce deuxième aspect de mobilisation des forces vives et lui trouver l'ingénierie qui convient. Et il me semble que là, on est sur une autre ingénierie territoriale qui se met en place, très complémentaire à l'ingénierie de la concertation. Voilà un peu très, très rapidement. Je ne sais pas si j'étais trop bref, trop long, parfait, Juliette. Emmanuel. Voilà, on a dépassé de 3 minutes 15 heures. Je prie tous les participants d'accepter mes excuses pour ce dépassement d'horaire. Et donc, de manière très, très rapide, un grand merci encore une fois à nos intervenants et à nos participants. Merci à toute ma fine équipe et en particulier à Héloïse Thibault qui organise toujours merveilleusement bien ces temps de club Petite Ville de demain. En tout cas, c'est mon avis. J'espère que vous le partagez. Notre prochain webinaire est prévu dès 15h30 pour une heure dédiée à l'outil jeveuxaider.gouv.fr, donc une start-up d'État dont on a beaucoup parlé depuis le début de la semaine. Et puis demain, rendez-vous de 14h à 15h pour la clôture de cette semaine très riche, dont vous retrouverez, excusez-moi, les replays dès la semaine prochaine, comme toujours, très prochainement une synthèse écrite. Et comme toujours, petit moment de publicité, nous aussi. On vous invite à aller consulter notre page petiteville-de-demain.nct.gouv.fr qui est vraiment votre plateforme de référence sur laquelle on publie absolument tout. Et vous pouvez suivre les actualités à partir de là. Bien sûr, comme toujours, si vous avez la moindre question, rapprochez-vous de votre sous-préfet et de votre direction départementale des territoires qui sont les délégations territoriales de l'ANCT au plus près de vous. Merci encore à tous et à tous et peut-être à 15h30 pour les plus courageux. Merci, au revoir. Merci beaucoup, au revoir.